Bonjour et merci de nous rejoindre dans Covid-19 à vos questions. L'Organisation mondiale de la santé lance un appel à tout un chacun de nous pour ne pas baisser les bras. Nous sommes là pour réitérer cet appel avec le docteur Koundé Kpeto. Bonjour docteur. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Vous êtes le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. C'est bien cela? Bien ça, oui. À ce titre, également membre de la coordination de gestion de la riposte et aussi donc engagé dans cette riposte avec l'ensemble des professionnels pharmaciens. On reviendra pour parler de la coordination de la riposte au Togo ici, mais en amont, j'aimerais savoir pourquoi ne faut-il pas baisser les bras? Alors, il ne faut pas baisser les bras, comme l'OMS le rappelle. Ce que vous voyez que la pandémie qui a commencé maintenant, on va dire il y a à peu près plus de 10 mois, on tend vers une année pleine chez nous au Togo ici depuis le 6 mars. Et depuis, les chiffres n'ont cessé de grimper. Tous les jours, on enregistre de nouveaux cas de contamination. Et déjà à notre niveau local, mais au niveau mondial, vous voyez que après un moment de lutte farouche dans ces pays contre cette pandémie, dans les mois de mars, avril jusqu'à fin juin, ça semblait se tasser. Il y a eu une levée progressive de toutes les restrictions qui avaient été prises et on espérait vraiment que les choses évolue dans ce sens et vous constatez ces dernières semaines qu'on assiste au reconfinement dans certains pays. On assiste à une flambée, ce qu'on appelle ailleurs une deuxième vague de cette pandémie dans ces pays-là. Et donc, visiblement, le virus ne nous a pas encore dévoilé toutes ses facettes. Et nous n'en sommes pas encore à bout. Vous avez vu aussi le défi lancé au monde scientifique, et des déclarations d'éminents scientifiques qui, dès le lendemain, se sont avérées, je dirais, infondées, pour ne pas dire plus. Et aussi, les politiques, malgré toute leur volonté, font aussi face à ce défi. Donc, il faut dire que ce virus nouveau, qu'on a du mal à maîtriser, je pense que jusque-là, on n'a pas encore toutes les solutions, les effets d'annonce sur les médicaments possibles, les vaccins imminents que les uns et les autres nous ont annoncés. On se rend compte du jour au lendemain qu'il y a encore beaucoup à faire pour arriver donc à trouver les solutions qui nous permettraient de mettre fin à cette pandémie. Vous savez que c'est un virus qui est à l'origine de cette pandémie. Pour en venir à bout, l'idéal aurait été qu'on ait un vaccin, parce que c'est ça qui permet, je dirais, d'assurer une immunité à tout le monde pour permettre une reprise réelle de l'activité. Tant qu'on n'a pas cette solution, il est important que nous gardions la vigilance, que tout le monde se mobilise pour ce qui a permis jusqu'à présent de juguler un tant soit peu la crise, le respect des mesures de distanciation, des mesures barrières, en fait, qui sont édictées pour permettre en réalité de freiner la circulation du virus, de rompre la chaîne de contamination, parce que le virus circule de personne à personne, transporté par les humains, et qui se le transmettent donc à travers ces projections de liquide en éternuant ou en toussant. Donc, si nous maintenons ces mesures barrières de façon rigoureuse, qu'il faut rappeler la distanciation, le port de masque, et le lavage des mains, parce que c'est les mains qui transportent souvent ce virus, si nous maintenons la plupart de ces réflexes-là, normalement, on devrait ralentir la propagation du virus et permettre aux structures de santé de pouvoir prendre en charge les cas qui arrivent sans être dans la saturation. C'est ce que l'Afrique a redouté
Et c'est ce contre quoi l'Afrique s'est battue jusqu'à présent, éviter la saturation de nos structures de santé qui serait réellement préjudiciable puisque nous n'aurons pas les moyens de gérer les cas comme on le voit donc en Occident. D'où cet appel que nous voulons aussi réitérer à nos concitoyens. C'est vrai que c'est fatigant, c'est lassant, la lutte contre cette pandémie, les restrictions qui nous sont imposées, notamment cet accessoire qui est devenu maintenant indispensable, le masque, tout le temps. C'est inconfortable. D'autres ont des réels problèmes, ça crée des allergies, ça crée tout ça. Mais il faut s'y faire. Nous n'avons pas plus de solutions que ça jusqu'à présent. C'est ce sur quoi, moi, en tant que pharmacien aussi, je dois insister. Nous n'avons pas de solution ni préventive ni curative contre cette maladie. Il nous reste à observer les mesures barrières et nous ne devons pas baisser les bras dans ce sens-là. On aborde la question des mesures barrières que l'on peut se permettre de rappeler en attendant de revenir sur quelques aspects. Oui, bon, ces mesures barrières, on l'a répété à plusieurs reprises. Et il s'agit d'assurer, donc, la première mesure, c'est cette distanciation sociale, parce que il faut garder les distances. Ça entraîne chez nous renoncer à beaucoup d'habitudes qui sont dans nos mœurs, dans les mœurs humaines, je dirais, s'embrasser, se donner de la chaleur quand on se retrouve. Et donc, c'est la première mesure. Il faut garder cette distance-là. Ensuite, il y a le lavage des mains régulier qui nous a sauvés réellement. Et moi, j'aime à le dire. En réalité, chaque fois que nous sommes obligés de nous laver les mains, si nous regardons réellement quand nous nous lavons les mains, nous devrions être encouragés à le faire. Et effectivement, en se lavant les mains, on évite de transporter le virus d'un lieu à un autre, parce que je suis sur votre plateau, je pose les mains là. Si j'avais un virus sur la main parce que j'ai éternué entre-temps ou j'ai touché ma face, donc je le déposerai là et la prochaine personne viendrait aussi le prendre. Je le déposerai si je ne me suis pas lavé les mains avant de rentrer ici. Et la prochaine personne le prendrait si elle ne se lave pas les mains juste après. Elle peut se contaminer et donc le transporter ailleurs aussi également et le disséminer. Ce lavage des mains régulier, je dis bien, permet réellement de limiter la transmission. Ensuite, il y a le port de masque qui est devenu obligatoire chez nous. Nous l'appelons cache-nez pour encore insister sur le fait qu'il doit couvrir et le nez et la bouche. Donc, le port correct de cet accessoire obligatoire dans notre pays, je crois que c'est une mesure difficile pour beaucoup d'entre nous, parce que quand on parle, on a tendance à le rabaisser sous le menton, parce qu'on a besoin de dévoiler son visage, mais malheureusement, il faut vraiment s'y faire et avec beaucoup de rigueur. Et puis, il y a les environnements aussi dans lesquels nous nous retrouvons des fois en grand nombre, parce qu'on est obligé de tenir une petite réunion. Il faut aérer suffisamment les espaces. Il faut aérer suffisamment les espaces et éviter donc des contacts trop longs quand on est obligé d'être ensemble dans un même lieu. Aujourd'hui, les églises sont ouvertes partiellement et nous apprécions que les leaders religieux, donc églises et mosquées, tout ça, réduit les temps de culte pour éviter justement qu'il y ait des contacts trop longs qui puissent favoriser donc les contaminations. Et le reste des mesures, c'est voilà, les gestes d'hygiène qu'il faut avoir quand on éternue, quand on se mouche, c'est que ça se fasse dans un papier jetable et qu'on le jette réellement dans une poubelle, et qu'on évite que tout cela soit accessible à d'autres personnes. Et voilà un tout petit peu ces mesures. On a parlé d'éternuer dans le pli du coude. En fait, éviter de projeter tout simplement tout ce qu'on ressort quand on tousse ou quand on éternue. Donc il faut le garder pour soi. Voilà. Alors qu'on note une lassitude à plusieurs niveaux, est-ce qu'on peut se dire que c'est gagné d'avance pour le coronavirus, ou on peut garder espoir pour se dire que le virus reste combattu?
Je dirais que ce n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas non plus perdu. Et je peux dire quand même que nos pays africains ont su quand même résister. Et je crois que c'est du fait que nous avons quand même pu nous appliquer à l'observation de toutes ces mesures. Et nos pays, nos dirigeants ont pris des mesures certes difficiles, mais il fallait passer par là. Nous, aujourd'hui au Togo, nous pouvons saluer quand même l'effort des Togolais pour essayer de respecter ces mesures-là. Mais la lassitude, ça vient avec tout ce temps, la durée de cette crise que tout le monde croyait passagère, parce que personne parmi nous ne pouvait s'imaginer que nous serions là encore à fin octobre en train de parler encore de cette crise. Donc, aussi bien au niveau du corps médical que des citoyens, réellement, il y a cette lassitude, mais il faut qu'on garde, je dirais, cette même rigueur. Il faut aussi que nous soyons conscients que la levée des mesures doit se faire de façon progressive, sinon tous les efforts que nous aurions pu faire jusqu'à présent pourraient s'avérer vains. Je pense que nous avons fait beaucoup de sacrifices. Il va falloir que nous gardions le cap pour que on n'ait pas cette sorte d'effet boomerang qui viendrait annihiler tous ces efforts consentis par chacun de nous pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Et le plus important, c'est ce que traduit aujourd'hui ces chiffres-là. Nous voyons que de jour en jour, on a des nouveaux décontaminations qui augmentent, mais pour l'instant, un nombre de cas actifs quand même s'il est en hausse ces dernières semaines, qui reste gérable par le système de santé, c'est ce qu'il faut. Et surtout éviter que nous ayons beaucoup de cas compliqués qui arrivent à l'hôpital. Et ça se fera par la discipline de chacun. Et je dirais aussi aujourd'hui, ce qu'on a appris sur ce temps-là, sur le virus, c'est qu'il tue plus des personnes fragiles parmi nous, nos seniors, nos aînés, et il est impérieux de les protéger. Il est impérieux d'éviter des contacts avec ce type de personnes que nous aimons tant. Et il est impérieux aussi de plus en plus pour les Togolais de pouvoir se connaître un peu plus en matière de pathologie chronique. Parce que aussi on a découvert que le virus s'attaquait beaucoup à des personnes qui ont certaines pathologies comme le diabète, l'hypertension, l'obésité. Alors, toutes ces maladies, souvent dans nos pays, on s'ignore. Des fois, on a beaucoup de diabétiques qui s'ignorent, beaucoup d'hypertendus qui s'ignorent. Et il faut encourager tout un chacun à connaître ce type de statut pour mieux se protéger. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites en côté pharmacie? Justement, c'est ce dernier point que j'abordais qui est aussi une partie de l'engagement des pharmaciens de plus en plus, de donner ces conseils d'orientation. Parce que le réflexe des citoyens, c'était l'hôpital est devenu dangereux. Bien sûr. On risque peut-être de se contaminer. J'ai un petit bobo, je vais à la pharmacie. L'autre aspect, c'est que la maladie, malheureusement, et ça c'est déplorable, il faut que les Togolais comprennent qu'il n'y a rien de stigmatisant dans cette maladie. Et les gens ont l'impression que j'ai quelques symptômes. Si je vais me présenter à l'hôpital, si je me fais détecter, ça va être peut-être mal vu dans mon entourage, ma famille, tout ça sera rejeté. C'est vrai qu'il y a eu des situations, mais nous devons tous se sensibiliser contre cette forme de stigmatisation. Et donc, devant toute cette psychose, le recours, c'est la pharmacie. Et vous avez vu au début de la crise, la ruée que nous avons eue vers les officines de pharmacie. Et il fallait que nous ayons les nerfs pour tenir cette situation.
Et ce que le Conseil de l'ordre a fait, c'était de rappeler à tous les pharmaciens leur responsabilité d'agents de santé publique dans une situation comme celle-ci, une situation de crise sanitaire où le rôle de pharmacien va largement au-delà de la simple dispensation du médicament. Et nous nous sommes mus en agents de santé publique engagés tous dans, je dirais, le relais des mesures barrières, la mise en place de toutes les mesures pour rappeler, toutes les dispositions pour rappeler ces mesures barrières-là, par l'exemple déjà dans nos officines. Et également, notre rôle dans cette crise, et qui n'est pas des moindres, c'était dans la situation créée par le coronavirus, la situation difficile en matière d'échanges commerciaux, en matière de transport des marchandises, que nous puissions garantir aux Togolais la disponibilité des produits de santé. Ça semble aller de soi, mais je peux vous dire que dans le cadre de cette crise, nous avons réellement pu éprouver la solidité de notre système d'approvisionnement et de mise à disposition des produits de santé à travers toutes nos structures, toute la chaîne d'approvisionnement. Et ça a été quand même quelque chose d'essentiel pour notre pays, parce que le défi, c'était de continuer par rendre disponible dans ces produits. Le contexte, c'était lequel, s'il faut le rappeler, c'est le ralentissement des circuits logistiques. Et des fois, vous avez vu tous les avions qui étaient cloués au sol. Il faut faire venir les vaccins qu'on ne peut pas faire venir par voie maritime. Il faut faire venir les insulines. Et il y a eu aussi la réaction de certains pays qui nous fournissaient de garder certains médicaments stratégiques pour eux, parce que on a dit à un moment, même le paracétamol, on a dit qu'il était essentiel pour soigner, pour prendre en charge le coronavirus. Je vous assure que nous avons eu à un moment donné à surstocker le paracétamol, parce que il y a des pays qui commençaient déjà par restreindre son exportation. Et sans parler de tous ces médicaments aujourd'hui, les corticoïdes qui sont de plus en plus difficiles à trouver, mais le secteur pharmaceutique togolais arrive à jouer sa partition, arrive à garantir aux Togolais quand même cette disponibilité des médicaments. Et c'est quelque chose d'essentiel pour notre profession dans un contexte pareil. Et le reste, c'est, comme je l'ai dit, donc, la contribution donc, au relais des mesures barrières, à la sensibilisation au niveau de nos officines, puisque vous voyez que la pharmacie, c'est un lieu où viennent nos populations. Et la recommandation qui est faite par le Conseil, c'est que nous soyons constamment en alerte, que nous puissions rappeler les gestes, mais que nous ne cédions pas non plus à la panique de la population qui demande tout et n'importe quoi. Et il faut raisonner. Des fois, on a cette demande qui nous rappelle peut-être que la personne veut se prendre en charge elle-même sans aller se faire tester. Nous rappelons l'importance de se faire tester, parce que quand on se teste, c'est certes pour se protéger, pour se soigner rapidement, mais c'est aussi pour protéger son entourage, parce que quand on est positif, il faut faire un certain nombre de screenings autour de soi pour pouvoir, je dirais, isoler les cas qui naissent et éviter la dissémination. On sait, alors, quand on parle de médicaments, qu'il y a une certaine automédication qui est de mise dans le pays. Un petit mot de tête, on se réfère nous-mêmes à la pharmacie pour un médicament, ou que ce soit l'atout, des symptômes du coronavirus. Alors, quand les gens viennent en pharmacie actuellement, et en tout cas depuis cette crise-là du coronavirus, quels sont les conseils que vous donnez? Vous allez vers un dépistage, ou que faites-vous concrètement? Vous savez, nous avons élaboré avec l'aide du ministère de la Santé un algorithme adapté donc, au niveau des pharmacies, en tout cas qui a été distribué au niveau des pharmacies, pour quand même avoir quelques notions de cette maladie. Je pense qu'aujourd'hui aussi, elle est vulgarisée. Des agents de santé comme les pharmaciens se sont intéressés eux-mêmes à acquérir des connaissances sur cette maladie. Et face à ce type de demande, nous avons les éléments pour pouvoir raisonner les gens et les amener plutôt à
aller se faire dépister si c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que nous ne donnons pas des cachets pour soigner des maux de tête. Ça ne veut pas dire que nous ne donnons pas de quoi soulager un rhume, si ce n'est que ça, ou quelque chose qui est simple à gérer. Mais ce qui est important, c'est que nous rappelons à l'occasion que nous sommes dans un contexte particulier et que certains signes peuvent ne pas être anodins. C'est ce qui nous amène des fois à poser des questions pour savoir si le signe qui est évoqué, parce que les gens disent le minimum, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont associées, qui nous permettent de dire non, attention, allez plutôt vous faire consulter, allez plutôt dans un centre de santé pour que les soignants, les médecins, qui ont plus d'éléments d'analyse, de diagnostic, puissent voir s'il y a lieu de vous tester ou pas. Aujourd'hui, en tout cas, la pharmacie travaille à réduire l'automédication en officine. Et nous avons beaucoup résisté à cela. Vous avez vu, quand on a parlé de certains médicaments courants de nos pays qui pouvaient soigner à un moment donné le coronavirus, il y a eu cette ruée-là. Ce n'est pas la pharmacie qui a été à l'origine des comportements d'automédication. C'était malheureusement le marché parallèle qui a inondé nos rues de certains médicaments, qui a inondé nos magasins de certains médicaments. Il y a eu des ventes sous table de certains produits qui, nous étions certains qui ne contenaient pratiquement rien, mais malheureusement les gens les ont achetés à prix fort parce qu'on a dit que ça soignait et que ça s'appelait chloroquine ou tel. Donc voilà, et nous avons en son temps sensibilisé suffisamment la population sur ces faits-là et rappeler l'impératif de s'adresser au système de santé qui est organisé et d'éviter vraiment de se soigner à la rue, surtout dans le cadre d'une crise que personne ne maîtrise. Voilà. Vous parlez de sensibilisation, bien sûr, mais est-ce que la sensibilisation à votre niveau n'est-elle pas limitée dans la mesure où ce sont juste les clients, les potentiels clients qui viennent vers vous à la pharmacie qui ont droit à ces genres de messages? Non, mais au-delà de ce que nous faisons dans sur nos sites d'exercice, dans nos officines, et ça c'est quand même un travail important parce que je rappelle que dans une officine, c'est en moyenne 200 à 300 personnes qui poussent les portes de chaque officine tous les jours. Quand vous multipliez, on est à une centaine des fois de milliers de Togolais qui poussent les portes d'une officine tous les jours. Et je crois que le travail qui peut être fait à ce niveau peut impacter suffisamment la société. Ensuite, les pharmaciens, on a été nombreux à être sur les médias au début de cette crise-là pour participer à la sensibilisation et également, surtout au début de la crise, au-delà de nous qui sommes engagés dans la riposte qui étions sur vos plateaux, d'autres pharmaciens sont intervenus sur d'autres médias à l'intérieur ou ici pour rappeler surtout les dangers de l'automédication et dans le contexte particulier du coronavirus. Donc, oui, cette sensibilisation elle s'est faite sur nos sites, mais également à grande échelle à travers vos médias. Très bien. Vous venez de parler de riposte et vous êtes dans la coordination nationale de la riposte contre le coronavirus. On aimerait savoir quelles sont les dispositions qui sont prises alors qu'on sait le sujet de l'heure, c'est la rentrée scolaire qui est prévue pour la semaine prochaine. Oui, et effectivement, la reprise de l'école par nos enfants a été une préoccupation forte déjà au niveau de nos autorités qui a été matérialisée par l'engagement politique fort qui a conduit à la décision de dire il faut que l'école reprenne. Une date a été fixée. Et le rôle des organes de gestion de la riposte, c'était d'accompagner le secteur, le ministère en charge de l'éducation dans notre pays, à organiser cette reprise-là dans les conditions de sécurité. Et il faut dire que l'école est quelque chose de si important qu'aujourd'hui, même les pays qui se reconfinent ont décidé que l'école reste ouverte parce que vous comprenez que nos enfants ne peuvent pas continuer à rester à la maison. Et le travail qui a été fait
pour accompagner cette reprise-là, est fondée sur les connaissances acquises pendant la gestion de cette crise. C'était fondé sur, au niveau mondial, ce que nous savons du rôle des enfants dans la dissémination du virus, dans la transmission du virus. Fondé également sur, je dirais, la réaction ou le comportement des enfants face au virus, comment les enfants supportent donc cette maladie. On a notamment recensé qu'il y avait beaucoup moins de décès qui touchaient les enfants et que au niveau de la transmission, elle était légèrement plus faible au niveau des enfants qu'au niveau des adultes. Et il y a aussi d'autres éléments. Je dirais au niveau national, nous avons eu à gérer cette crise pendant ce temps. Nous avons pu apprécier la proportion des enfants contaminés donc, depuis le début. Et il y a eu l'expérience très importante de la réouverture partielle qui a permis d'organiser les examens de fin d'année, les examens du CPD, du BPC, du baccalauréat 1 et 2, qui se sont très bien passés. Cette expérience a été capitalisée. Aujourd'hui, nous avons revisité tout ce qui a été fait dans ce cadre-là pour aider à bâtir un protocole sanitaire que le secteur va adapter à tous les niveaux pour que cette reprise se fasse de façon sécurisée. Alors, dans le cadre de tout cela, qui va être vulgarisé de plus en plus, c'est à la responsabilité de tout le monde, des parents d'élèves qui doivent prendre certaines mesures, qui doivent être rigoureux dans la préparation de leurs enfants à ce retour à l'école et qui doivent être en accompagnement tous les jours pour rappeler la rigueur avec laquelle les enfants doivent reprendre l'école, tout ce qu'il faut avoir. Et il y a les écoles, les établissements d'enseignement qui doivent s'organiser pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Et nous faisons ce pari ensemble avec tout le monde que oui, nos enfants doivent reprendre le chemin de l'école et nous devons en même temps travailler ensemble à ce que ce ne soit pas l'occasion d'une explosion de la pandémie dans notre pays. Si vous dites que ce sont plus les seniors que les juniors qui sont touchés par cette pandémie, alors n'y a-t-il pas raison de ne pas s'inquiéter? Ah non, il faut, j'ai bien dit que les enfants sont aussi porteurs et transporteurs de ce virus, peut-être qui ne sont pas touchés de la même manière que les adultes, mais vous comprenez très bien que les enfants vont à l'école, ils reviennent dans des familles, et si on ne prend pas toutes les mesures, évidemment, ils vont ramener le virus. Un enfant, quand il rentre de l'école, c'est dans les bras de papy qu'il tombe d'abord. Donc, je crois que le message est très clair. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est porteur de virus. On a vu des bébés, hein. J'ai parlé de l'expérience de notre gestion de la crise. On a eu des bébés qui ont été contaminés dans notre pays. On a eu des enfants à bas âge. Ce qu'on a dit, c'est que jusqu'à présent, en termes de létalité, les enfants sont moins touchés. Les enfants de bas âge sont beaucoup moins touchés. Ça, c'est au niveau mondial. Mais c'est aussi des vecteurs du virus dans la communauté. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous devons reprendre cette école sans qu'elle ne soit l'occasion d'une explosion. Parce qu'après, si ça explose dans les familles, dans les communautés, ce sera la même conséquence puisque ça touchera des personnes fragiles également. Et il faut le faire avec beaucoup de rigueur. Il y a, si depuis longtemps, nous avons pris le risque de garder nos enfants à la maison, parce que ce qui n'était pas en classe d'examen, rappelez-vous qu'ils ont passé à peu près 7 mois à la maison. Et je crois que tout le monde comprend que c'était parce qu'il y avait un risque réel. C'est pour ça que le gouvernement a pris cette mesure difficile de garder nos enfants à la maison avec toutes les conséquences que nous pouvons imaginer. Et donc, il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Réellement, cette reprise se fait, certes avec toutes les précautions, toutes les mesures pour pouvoir éviter l'explosion, mais nous ne devons pas le faire dans la légèreté.
Merci. Docteur Koundé Peto, vous êtes le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo et nous sommes là pour réitérer l'appel de l'OMS à tout un chacun pour ne pas baisser les bras. Alors dites-nous, docteur, quel est votre plus grand défi, je dirais, à la coordination nationale de riposte? Alors, je crois que au niveau de la coordination, au niveau de toutes les instances de gestion de la crise, nous nous disons que autant le gouvernement à sa tête, bien entendu, l'engagement du chef de l'État et les organes mis en place par le gouvernement pour gérer la crise. Toutes ces instances, je pense, font ce qu'elles doivent faire. Il y a eu des mesures très fortes, des mesures courageuses. Vous savez, des fois, les gens rappellent ce que certains ont promis à l'Afrique. Une hécatombe face à cette crise parce qu'on a regardé nos structures de santé qui n'étaient pas prêtes, qui n'étaient pas préparées à gérer de telles crises. Et il y a eu des choses qui se sont dites. Bon, aujourd'hui, après près de 10 mois de gestion de cette crise, des gens pensent que, certes, il y a toutes les raisons qui sont évoquées, toutes les analyses qui sont faites aujourd'hui par la jeunesse de la population africaine, peut-être des immunités croisées avec d'autres vaccinations ou d'autres pathologies auxquelles nous sommes confrontés. Mais je crois qu'on ne doit pas oublier les mesures et les actions fortes qui ont été entreprises dans nos pays pour éviter des explosions. Les Togolais doivent se rappeler ce qui a été fait dans le Tchaoudjo, par exemple, dans ce village où il y a eu le premier foyer, le premier cluster, comme on dit. Et les gens doivent se rappeler Tcharpanga, où il fallait dépêcher une équipe rapidement pour éviter que l'explosion ne se fasse dans cette localité. Il y a eu Soudou, donc ce lycée qui a été un foyer épidémique et qui a fallu faire une dissémination dans les villages. Vous imaginez si nous n'avons pas ce type de réaction et que le virus se dissémine dans tout un village, dans toute une communauté rurale. Je crois qu'on aurait pu avoir, comme d'autres nous l'ont promis, peut-être des cadavres à ramasser, mais je crois qu'il faut tout intégrer, tout ça, pour voir que finalement, le système fait sa part. Donc notre grand défi, comme pour revenir à votre question, c'est comment amener les Togolais à être encore plus responsables, à faire preuve de plus de responsabilité individuelle. Je crois que c'est un défi important pour nous. Comment faire passer le message? Comment faire en sorte que les Togolais prennent en compte tout ce que nous disons, parce que ce n'est pas, je dirais, une vue de l'esprit, ce n'est pas une invention des Togolais. Toutes les mesures que nous édictons sont fondées sur la connaissance que l'OMS a développée sur le virus. Tout ça vient des directives que l'OMS a données et qui ont été éprouvées dans le temps pour savoir que ces mesures-là permettent réellement de juguler la crise. Et au quotidien, le défi consiste à dire, nous avons beau nous asseoir pour élaborer des protocoles, pour penser à des choses, prévoir des choses, si les Togolais ne jouent pas leur partition, ce sera difficile de gagner cette bataille-là. Et c'est là le défi. Et c'est en même temps un appel à nos concitoyens. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un gagnant dans cette affaire de lutte contre le Covid-19? Je me dis, vous parlez on parle toujours de riposte, mais est-ce que c'est évident de parler de responsabilité de tout un chacun quand on sait qu'il y a la lassitude qui est bien installée? Oui, justement, il y a la lassitude et il y a la réalité du virus. Nous le voyons, nous voyons tout ce qui se passe ailleurs. Je dis encore que moi, je n'ose pas me dire que le virus, c'est pour les Blancs, comme les gens le disent, ça ne viendra pas chez nous. Nous ne nous expliquons pas en tant que scientifiques, nous n'avons pas d'explication pour dire que réellement l'Afrique est épargnée. Nous sommes
il faut dire que nous sommes en sursis quelque part et nous espérons que d'ici là, le vaccin sera trouvé pour nous mettre à l'abri définitivement. Dieu peut-être nous fait grâce jusque-là, mais si nous ne sommes pas rigoureux, si nous ne sommes pas sérieux dans la gestion de cette crise, on peut avoir aussi des surprises. Donc, c'est tout ensemble. Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu aussi et les leaders religieux qui nous appellent à comprendre et à intégrer aussi leur contribution. Nous l'entendons. Et même si nous prions, même si je sais que les Togolais prient beaucoup, même si nous prions, nous devons avoir des comportements responsables. Nous ne devons pas défier la nature parce que personne ne sait d'où c'est venu ça là. Donc il faut... On sait que c'est venu de la Chine. Bon, c'est venu de la Chine, certes, mais comment il a été possible qu'un tel défi soit opposé à l'humanité? Je pense que c'est une question, je dirais, qui est très profonde et ça doit nous amener plutôt à être sérieux, à être rigoureux dans nos comportements au quotidien face à cet inconnu, à cet ennemi inconnu. Voilà. Donc cela suppose qu'on reste toujours inactif, on subit jusqu'à ce que le vaccin ne soit découvert. Mais on n'est pas inactif du tout. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en action permanemment et nous appelons les Togolais justement à être en action. Et l'action, c'est de garder donc ces mesures barrières, c'est d'avoir régulièrement son cache-nez quand on n'est pas seul, quand on n'est pas dans sa maison, dans son environnement familial, et quand on est obligé d'assister à des réunions quelque part. Et je dirais éviter de sortir quand ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des habitudes sociales, boire un coup ensemble entre copains. On est obligé face à la maladie d'éviter tout ça. Quand ce n'est pas vraiment nécessaire, il faut éviter d'être dans des milieux où il y a du monde. Il ne faut pas créer les conditions de dissémination du virus. Et c'est vrai, la vie sociale est là, il faut se marier, il faut peut-être enterrer nos morts, mais il faut le faire en ayant à l'esprit qu'il y a ce défi-là qui est face à nous, qu'il y a ce virus-là qui circule entre nous. Et on n'a pas de certitude. Notre vis-à-vis peut être le porteur, nous-mêmes on peut être le porteur. Et si nous nous aimons réellement entre Togolais, je pense que c'est important d'observer ces mesures-là constamment. Donc ce n'est pas la lassitude, certes, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut être en action, donc mettre en œuvre toutes ces mesures-là. Et c'est vrai, le monde scientifique continue par travailler activement à la recherche de ce vaccin. Et comme on l'a contre la grippe, avoir au moins un vaccin qui nous protège un temps soit peu, même s'il faudrait des fois le répéter. Mais en tout cas, il faudrait que cette solution arrive. Parallèlement, je sais qu'il y a des travaux aussi sur les médications, sur les traitements, mais qui sont difficiles à trouver parce que, je le rappelle, il s'agit d'un virus et on a très peu de médicaments qui permettent d'éliminer un virus, de traiter en profondeur, donc d'éliminer un virus dans l'organisme. Tous les traitements sont ceux qui permettent à l'organisme de mieux se défendre contre le virus. Et donc, la solution que nous espérons sera donc qu'un vaccin fiable et sécurisé puisse être trouvé. Je pense que toutes les instances travaillent dessus et nous espérons que ça viendra nous soulager. Pour l'instant, nous disons que avant ça, nous ne pouvons pas baisser les mesures nous ne pouvons pas baisser les bras sur les mesures barrières. Alors qu'en France, en Espagne et puis en Italie, on ferme les bars parce qu'il y a une propagation beaucoup plus exponentielle de la maladie dans ces pays. Si les bars sont toujours ouverts au Togo, ça veut dire que nous, on ne craint rien ou on ne craint pas grande chose en tant que tel. Oui, en fait, nous continuons par appeler à la vigilance. En fait, vous savez, les bars sont ouverts au Togo et d'ailleurs, même en France, quand il y a eu l'allègement et que les bars, les restaurants ont été réouverts, c'était avec un protocole sanitaire.
Ici aussi, le conseil scientifique a élaboré un protocole sanitaire pour ce secteur-là qui doit se l'approprier et peut-être assurer un minimum d'ouverture de ces bars dans le respect de ces mesures-là. Certes, nous savons que les Togolais ont tendance à faire comme d'habitude, mais les protocoles sont là et nous espérons que les tenanciers des bars s'appliquent à leur observation. C'est pour ça que nous disons que chacun doit être conscient que ça peut être moi. Parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de Togolais qui n'aient pas connu de cas de Covid dans leur environnement. Il y a eu, pendant longtemps, on a demandé des exemples. Je crois qu'il y a eu des exemples, il y a eu des cas qui se sont dévoilés réellement. Et ceux qui sont passés par là et qui s'en sont sortis, il y a eu des situations assez compliquées, assez angoissantes pour les familles. Malheureusement, certains de nos concitoyens ont perdu la vie par ce virus-là. Je crois que c'est quelque chose... La vie, comme on le dit, elle est essentielle. Elle vaut la peine et elle vaut la peine que nous fassions des efforts, chacun à son niveau. Et c'est peut-être le lieu d'appeler aussi à ces tenanciers de bars. C'est leur responsabilité. S'ils ouvrent les bars, c'est leur responsabilité de garantir les conditions minimales pour que demain, on ne ferme pas. Parce que c'est ça aussi le défi. Si nous ouvrons aujourd'hui les bars, les restaurants et nous faisons n'importe quoi, nous nous disons que ça n'existe pas, ce qui peut arriver, c'est que dans notre bar soit demain un foyer épidémique, notre quartier soit un foyer. Dans tous les cas, comme vous le voyez ailleurs, la tendance aujourd'hui, c'est que si vous laissez la situation s'empirer dans votre quartier, dans votre entreprise, dans votre zone, c'est cette zone qui sera bouclée, c'est vous qui serez fermé. Parce qu'il faut circonscrire la maladie pour éviter qu'elle ne se dissémine et qu'elle nous crée trop de problèmes de prise en charge. Alors, parlant de bouclage, est-ce qu'on peut, on peut estimer un certain bouclage des marchés, sachant que les marchés sont toujours aussi ouverts et qu'il y a beaucoup plus d'influence dans les marchés sans forcément les mesures barrières qui soient prises? Non, je pense qu'au niveau des marchés, jusqu'à présent, vous savez, tout ça fait l'objet d'évaluation. Hein. Nous suivons au niveau de la gestion de la riposte toutes ces situations. Il nous semble peut-être que le fait que les marchés soient aérés et qu'ils soient à ciel ouvert nous permettent peut-être d'éviter beaucoup de contamination dans ce cadre-là. Mais il faut dire qu'il y a... Je crois qu'aujourd'hui, vous savez que la communication, au-delà de ce que nous faisons sur les médias, c'est aussi la sensibilisation dans ces lieux-là. Il y a des communications qui sont faites dans les marchés, il y a des rappels qui sont faits. Et c'est pour cela que nous disons que les marchés restent ouverts parce que nous ne pouvons pas nous permettre de fermer ces marchés-là. On doit continuer à vivre. Mais chacun en allant au marché doit prendre toutes les mesures qu'il faut pour éviter d'être source de contamination, de ramener le virus chez lui à la maison. C'est aussi simple que ça. Parce que, en réalité, les pays qui confinent, les pays qui sont obligés de tout fermer, mais ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un gouvernement décide de mettre à terre son économie. Et même pour nous, citoyens, nous devrions comprendre que quand cette situation arrive, c'est préjudiciable. C'est pour ça qu'en amont, nous devrons avoir les comportements responsables qui permettent d'éviter d'arriver à ces situations. Les marchés peuvent rester ouverts, on peut réouvrir les églises, demain ça va arriver, tous les lieux de culte, demain ça va arriver, on ouvre les écoles. Tout ce dont nous avons parlé, c'est tout le monde, tous les protocoles qui seront en place, si tout le monde les met en œuvre individuellement, eh bien, on évitera des explosions et il n'y aura pas de raison de boucler tel ou tel quartier ou telle entreprise ou telle zone. Voilà en fait l'appel que nous lançons à l'ensemble de nos concitoyens aujourd'hui. Et c'est sur cet appel que nous vous disons merci, Dr Koundé Beto, président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Merci d'être passé dans notre émission. C'est moi qui vous remercie pour cet engagement de ce plateau que vous mettez à disposition de la riposte. Et ne nous lassons pas.
On va continuer, pas répéter la même chose. Vous m'avez lancé une boutade en arrivant sur votre plateau. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore dit à nos concitoyens? Nous avons dit beaucoup de choses, mais comme vous le voyez, le virus nous réserve des surprises. Peut-être qu'on n'a pas encore dit ce qu'on ne connaît pas, ce qui est à venir demain. On sera toujours là pour vous enquiquiner devant vos écrans de télé. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour la suite de nos programmes. Restez fidèles à nous sur New World TV, les chaînes qui transforment vos vies.